Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de bien vouloir mettre vos téléphones portables en mode silencieux. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle conférence. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, j'étais là pour le dire, mais c'est très gentil. J'avais un jumeau, je ne vous en avais pas fait jusqu'ici l'aveu. Très sérieusement, car j'ai envie d'être sérieux, pour vous dire le privilège que nous avons d'accueillir aujourd'hui Andreï Kourkov, qui a bien voulu, parmi tant d'activités, prendre la figure de notre président. Et cela suscite notre gratitude, je vous l'assure, car nous savons qui vous êtes, nous savons la place qui est la vôtre dans les sensibilités européennes, dans la littérature européenne. Vous êtes un auteur considérable. Votre modestie ne m'empêchera pas de le dire. D'ailleurs, vous ne pourriez pas, parce que vous n'avez pas encore la parole. Vous êtes... N'hésitez pas, n'hésitez pas. Dans les télévisions américaines, à l'époque de Trump, il y avait applause, vous savez, on était un truc. Mais laissez-moi être sérieux, car j'ai envie de l'être, pour dire que vraiment, ce que vous êtes, monsieur, nous impressionne, et que votre présence, par conséquent, nous touche. Vous êtes un auteur qui, de toute façon, attirerait notre attention par le nombre de romans que vous avez publiés, par l'écho de votre œuvre, traduite dans un grand nombre de langues. Je crois qu'en français, vous m'avez dit 17, 18 qui ont été traduits. Oui. En français, combien? Combien de livres ont été traduits en français? Une quinzaine. J'avais dit 17. Vous êtes professeur? Bon, alors, une quinzaine de livres qui ont été traduits en français, qui ne sont pas conséquents, prêts à être connus de vous. Vous avez évidemment été un témoin de beaucoup de choses importantes de votre pays, l'Ukraine, et je me hâte de dire, nous n'avions pas besoin de ce qui se passe pour vous inviter. Je dirais que nous aimerions même que cela n'ait pas été une raison de vous inviter, mais il n'empêche que le fait que vous soyez un intellectuel et un écrivain ukrainien du premier rang est important aussi pour notre satisfaction aujourd'hui, et ajoute à notre bonheur de vous voir ici. Vous avez écrit des romans, vous avez écrit aussi des journaux qui sont des journaux d'un témoin. Vous ne cessez pas de parler de votre pays dans un langage accessible, tantôt romanesque, tantôt sous forme de journaux. Le journal de Maïdan en particulier, au moment des grands événements que nous savons, il y a une dizaine d'années déjà, et un journal plus récent, rappelant à votre manière, qui est magnifique, tout ce qui est en train de se passer dans ce pays déchiré, qui est notre ami, qui est proche de nous, que nous aimons et que nous célébrons, permettez-moi de le dire avec force, en votre présence aujourd'hui. Voilà. Et pour que tout soit parfait, c'est Olivier Pascal Mousselard de Télérama qui va se charger de converser avec vous pendant une heure, et par conséquent de vous donner l'occasion de nous parler de tout ce que vous voudrez. C'est un lieu de liberté. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Noël Jeannet. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux assister à cette rencontre avec Andreï Kourkov. Bonjour, Andreï. Je me permets de dire Andreï parce que... Oui, bien sûr. Parce que bonjour. Je suis particulièrement heureux d'animer cette rencontre parce que depuis 20 ans, nous avons eu régulièrement l'occasion de nous croiser, surtout à Kiev. Et à chaque fois qu'on se croise, l'Ukraine est clairement au cœur de l'histoire. La première fois, c'était en 2004, au moment de la révolution orange. Nous avions, pendant que je vous interviewais, fait des sandwichs dans une librairie où vous participiez au soutien de cette révolution. La deuxième fois, c'était il y a 10 ans, au moment de Maïdan, après l'invasion de la Crimée. Et puis, il y a 2 ans, c'était au téléphone, cette fois, juste après l'agression russe. Et puis aujourd'hui encore, alors plus que jamais, avec cette guerre, évidemment, l'Ukraine est au centre de l'histoire, et j'allais dire cette fois, plus que jamais, au centre de notre histoire européenne. Et nul doute que les 27e rendez-vous de l'histoire, en vous choisissant comme président, ont voulu placer Kiev au centre, j'allais dire, de la carte européenne. C'est pour ça que, évidemment, le thème de cette rencontre est aussi Kiev, capitale européenne. Alors, forcément, il y a 2 Kourkov aujourd'hui. Il y a le grand témoin de l'histoire qui est en train de se produire chez vous, et évidemment aussi, donc, qui nous inclut désormais sur la carte européenne. Et puis le conteur d'histoire,
auteur, Jean-Noël Jeannet l'a dit, de tant de livres. Alors évidemment, on ne vous présente plus, mais quand même, je vais faire un bref survol, j'allais dire, de votre carrière, qui fait de vous un peu l'incarnation de l'homme de lettres pris dans les tourments du monde. Vous me direz si cette formule vous convient ou pas, parce que je me souviens qu'en 2004, lorsque nous étions en train de parler littérature tout en faisant des sandwichs dans cette librairie, je vous avais dit, bah alors ça c'est quand même la définition de l'intellectuel engagé, de faire des sandwichs pendant la Révolution. Et vous m'avez dit, ah non, la formule, non, intellectuel engagé, c'est pas forcément la formule qui me convient. Alors vous me direz si 20 ans plus tard, elle vous convient mieux. En tout cas, je rappelle que vous êtes ukrainien, mais écrivain de langue russe, que vous habitez Kiev, mais que vous êtes né en Russie, et que vous avez publié une vingtaine de romans dans lesquels vous avez d'abord, comme chacun sait, décrit avec ironie le quotidien surréaliste de la vie à l'ère post-soviétique. On se souvient tous notamment du Pingouin. Avant de raconter les soubresauts plus récents de votre pays, de la révolution orange, de la révolution de Maïdan, et puis bien sûr, je fais un survol. Dans vos derniers livres, en particulier Les Abeilles Grises, vous faites la chronique de la guerre cruelle dans laquelle votre pays a été plongé malgré lui, puis dans l'oreille de Kiev, puis dans le cœur de Kiev. Vous vous replongez dans le passé de cette ville qui est la vôtre, et peut-être aussi, pour les raisons que j'ai dites, qui est peut-être un petit peu aussi la nôtre désormais. Alors, ma première question sera sur cette alliance de la littérature et de l'histoire qui n'ont jamais cessé dans votre œuvre. Diriez-vous que l'histoire, qu'elle soit récente, contemporaine ou plus ancienne, vous poursuit, c'est-à-dire ne vous laisse pas le choix comme écrivain de l'emmener avec vous dans votre création? Merci pour cette question. En fait, à partir de l'âge de 19 ans, je suis fasciné par l'histoire. En 1980, mon grand-père était mort à l'âge de 80 ans. Et il était un stalinien, un cosaque de Don. Et seulement après sa mort, mon père a dit que mon grand-père avait 2 frères. Les 2 frères étaient détenus en 1936-37 et envoyés à Goulag pour 25 ans. Et ce moment, j'ai compris que l'histoire que j'ai appris à l'école et à l'université, au début, c'était quelque chose de pas vrai. Et j'ai commencé à voyager dans l'Union soviétique avec une machine à enregistrer ancienne, aussi grande. Et j'ai appris les langues étrangères dans l'Institut de langues étrangères à Kiev, mais j'ai cherché les gens retraités qui occupaient les positions importantes dans le passé pour faire les interviews. Et dans ces situations, j'ai dit que je suis un étudiant de journalisme. Ce n'était pas vrai, bien sûr. Mais je posais les questions sur le passé parce que j'ai essayé de découvrir le vrai passé de l'Union soviétique, plutôt les années 30, 40, 50. Et j'ai remarqué une chose, que les retraités qui n'avaient pas de problème avec l'État, avec Khrouchtchev, s'il était les gens qui travaillaient pendant le régime de Staline, ils ne voulaient pas raconter les choses. C'était seulement les gens qui étaient punis par Khrouchtchev qui étaient prêts de parler de le passé. En fait, j'ai passé quelques ans en voyageant comme ça. Et après, j'ai écrit 5 romans sur l'histoire d'évolution des mentalités soviétiques. Je suis désolé, ces romans ne sont pas encore traduits en français. Ils existent en allemand, en italien. Et à partir de ça, l'histoire, plus en plus, me fascine. Et bien sûr, après le février 2022, après la nouvelle agression de Russie, j'ai tout de suite compris que c'est la répétition des événements qui déjà pris place il y a 300 ans, il y a 100 ans. Et en fait, en 2017, j'ai commencé à écrire le roman L'oreille de Kiev. Presque par hasard, parce qu'après j'ai fini l'écriture des Abeilles Grises. Une dame, une lectrice de Kiev m'a téléphoné, elle a dit qu'elle a un cadeau pour moi, elle demanda mon adresse.
Et le soir, il m'a ramené 15 kilos des archives des Tchéka, des services secrets des bolcheviks, comme cadeau. C'était un cadeau, peut-être le meilleur cadeau que j'ai reçu dans ma vie. En fait, son père était, dans le temps soviétique, un officier de KGB, et c'est lui qui a trouvé les archives, je ne sais pas légalement ou pas légalement, et il gardait ça avec lui parce qu'il rêvait d'écrire un livre non-fiction sur VTK. Il n'a pas fait ça, et après sa mort, il m'a donné ce cadeau, et tout de suite, je pensais que je dois écrire un roman historique. En fait, un peu plus tard, j'ai compris que si j'écris un roman vraiment historique, ça ne sera pas intéressant pour la majorité des lecteurs. C'était la raison pourquoi j'ai décidé de faire une fusion d'un roman historique et un polar historique, mais c'est une autre un peu histoire. Peut-être que vous avez une question. Non, mais c'est important parce que même si la biographie de l'auteur ne fait pas tout le romancier, on le sait quand même depuis Proust, hein, et que vous n'êtes pas simplement le fruit de l'histoire de votre pays et de votre histoire personnelle, bien entendu, mais quand même vous êtes un symbole quand même d'une déchirure que vous essayez de resserrer, une plaie entre les Russes et les Ukrainiens, que vous tuez dans vos romans à essayer de refermer. Et dans votre biographie, vous êtes quand même à la fois origine, puisque, rappelons-le, vous êtes né à Saint-Pétersbourg. Oui. Votre grand-père a fait partie des personnes qui, comme vous l'avez dit, étaient staliniennes et ont même géré un certain nombre de choses qui se sont passées en Ukraine. Et donc vous êtes un peu le fruit de cette déchirure. Comment est-ce que vous-même, comme romancier, vous sentez votre tâche qui consiste à essayer de rapprocher les deux, c'est-à-dire notamment, on parlera de la langue russe tout à l'heure parce que vous écrivez en russe, mais vous parlez beaucoup de l'Ukraine. Oui, je parle aussi ukrainien, j'écris dans fiction en ukrainien et en anglais aussi. Et en fait, j'étais toujours un cosmopolite. La première nouvelle que j'écris à l'âge de 18 ans s'appelle La chanson préférée d'un cosmopolite. Je suis vécu à Kiev quand Kiev était russophone, quand les gens qui parlaient ukrainien sur la rue étaient considérés soit les nationalistes, soit les paysans. Et dans le même moment, dans le temps soviétique, j'ai travaillé dans une maison d'édition, j'ai rédigé les traductions des romans étrangers en ukrainien. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, on peut dire, à cause de la guerre, quand la langue russe est considérée la langue d'ennemi, mais la langue russe reste la langue maternelle pour beaucoup de millions des Ukrainiens, c'est toujours la situation un peu fragile, on peut dire, parce que oui, si vous êtes quelqu'un ordinaire, vous habitez à Odessa, à Kharkiv, à Kiev aussi, ce n'est pas des problèmes à parler russe sur la rue, dans un café, et tout ça, mais dans le même moment, si tu penses de l'histoire des russifications d'Ukraine, par exemple, parce que la langue russe était utilisée comme un instrument pour casser l'identité ukrainienne depuis 1720. En fait, c'est une vieille histoire. Oui, c'est parce que M. Poutine dit que l'Ukraine n'existe pas, les Ukrainiens n'existent pas, c'est les Russes qui pensent qu'ils sont différents, mais ils ne sont pas différents. En fait, il y a une grande différence entre la mentalité russe et ukrainienne, et ça a quelque chose à faire avec l'histoire parce que les Ukrainiens sont les individualistes. Pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité. Pour les Russes, la stabilité est plus importante que la liberté. Les Russes sont collectivistes. Pourquoi? Parce que la Russie était toujours une monarchie. Et une monarchie aussi violente. En fait, il y a 10 ans, Poutine a dit que son tsar préféré, c'est Ivan le Terrible. C'est clair pourquoi. Mais 2 ans avant la nouvelle invasion, il a changé d'avis et il a commencé à dire que le plus grand tsar de la Russie, c'est Pierre le Grand. Et quand j'entendais ça la première fois, je pensais pourquoi. Pierre le Grand était très européen.
Il a fait des études comment on construit des bateaux à Amsterdam. Il a invité des docteurs allemands à déménager à Saint-Pétersbourg. Mais en fait, Poutine adore lui à cause de la bataille de Poltava. Et la bataille de Poltava, c'est 1709. C'est la bataille où l'armée russe de Pierre le Grand a gagné contre l'armée ukrainienne de Hetman Mazé, pas soutenue par l'armée suédoise de Charles le XII. C'est-à-dire, si l'Ukraine n'existait pas, avec qui Pierre le Grand avait cette bataille à Poltava. Et en fait, après cette bataille, 11 ans après la bataille, Pierre le Grand a signé le premier décret, la première loi à interdire la publication des textes religieux en ukrainien. Et c'était le début de la guerre contre l'identité ukrainienne, la langue ukrainienne, la culture ukrainienne, parce qu'entre 1720 et 1917, il n'y avait plus que 40 lois signées par les tsars différents de la Russie. Et aussi, l'éducation en ukrainien était interdite par Katerina, par la tsarine Katerina. C'est vraiment intéressant que vous évoquiez l'histoire longue, parce que j'en reviens aussi à notre première rencontre. À l'époque, vous étiez, je crois, secrétaire de l'Union des écrivains, il me semble, et nous étions allés dans la maison de l'Union des écrivains. Vous me montriez les portraits de tous les écrivains qui avaient été exécutés dans les années 30 par le KGB, en gros. Et vous me disiez qu'au fond, vous aviez à lutter encore à l'époque contre l'ingérence russe sur la création qu'il pouvait y avoir dans tous les domaines culturels en Ukraine. C'était encore le cas en 2004. Oui, en fait, jusqu'à 2008-2010, je crois, entre 70 et 90 livres dans les librairies ukrainiennes étaient les livres en russe et publiés en Russie. Aujourd'hui, bien sûr, les librairies ukrainiennes n'acceptent pas les livres en russe pour vendre. Oui, c'est une des raisons de cette guerre. Parce que j'ai oublié d'ajouter quelque chose à la question précédente. Ukraine, en 16e, 17e siècle, c'était le territoire indépendant avec élection des chefs des territoires. Le chef était appelé Hetman, il était chef d'armée, chef des territoires. L'armée était l'armée des Cosaques. L'Ukraine était tout le temps à la guerre contre la Pologne, contre la Russie, contre les Tatars de Crimée, mais parfois avec des Tatars de la Crimée contre la Pologne et tout ça. Mais c'était une société très, très anarchique, mais avec ces élections. C'est-à-dire que chaque Ukrainien pensait qu'il peut influencer les hiérarchies ukrainiennes, la politique ukrainienne. Et en fait, il avait un système légal, il avait des cours, des juges, et il avait le service diplomatique, et dans les archives d'Istanbul, on peut trouver la correspondance entre les hetmans ukrainiens et les sultans turcs. C'est-à-dire que c'était presque un vrai État, sauf les Ukrainiens étaient paresseux, ils ne produisaient pas l'argent ukrainien. C'est-à-dire ils ont utilisé argent polonais, russe, tout ça. Mais c'est la raison de cette différence. C'est-à-dire que c'est le territoire, presque pays, sans famille royale, avec un système plutôt démocratique, produisait les gens qui sont aujourd'hui les Ukrainiens, qui détestent le gouvernement, qui sont très actifs pendant les élections présidentielles, pour après détester le président élu. C'était très difficile dans les années précédentes pour les Ukrainiens à commencer à payer les impôts. En tout cas, c'est une mentalité complètement différente. Et j'ai oublié votre question.
après. Je parlais à l'époque du fait que l'ingérence russe culturelle était très importante et que vous aviez à vous en défendre à la tête de l'Union des écrivains. Oui. Et en fait, après 1654, la Russie a commencé petit à petit à intégrer le territoire ukrainien dans l'Empire russe. Et pour ça, ils ont utilisé la langue russe, russification. Pourquoi? Parce que l'identité est construite des 3 éléments. C'est la langue, l'histoire et la culture. La Russie a essayé, avec du succès, à remplacer la langue ukrainienne avec la langue russe. Et si on commence à parler la langue russe comme la langue maternelle, l'histoire russe et la culture russe deviennent l'histoire et la culture de ces gens. Comme ça, en fait, pendant le temps soviétique, 60% des Ukrainiens étaient russifiés. Après 1991, d'abord, la mentalité ukrainienne est revenue. Et petit à petit aussi, la langue russe commençait à revenir sur les territoires ukrainiens. Et en 1991, l'Ukraine était partagée par la frontière entre 2 mentalités. Mentalité soviétique, russe, collective, centre vers l'Est, et mentalité ukrainienne individualiste, centre vers l'Ouest. Et cette frontière s'est bougée dans la direction de Russie, petit à petit, chaque année. Vous voulez dire le territoire qui voulait se raccrocher à la Russie culturellement s'est rétréci en allant vers l'Est, c'est ça? Oui, c'est ça. Sans influence des politiciens ukrainiens, qui n'étaient pas très intéressés dans les questions d'idéologie, identité culturelle et tout ça. C'est-à-dire, si il n'y avait pas de la guerre aujourd'hui, dans 20-30 ans, la frontière entre la mentalité russe, soviétique et ukrainienne pouvait coïncider avec la frontière administrative. Ok, c'est très important ce que vous dites là. Oui, d'accord. Parlons de cette guerre et de ce que fait cette guerre à la fois à la nation ukrainienne et ce qu'elle fait à l'écrivain que vous êtes. Je vais commencer juste par la nation ukrainienne parce que vous venez d'évoquer le fait que dans les librairies ukrainiennes, il n'y a plus un livre en russe. C'est ça que vous dites aujourd'hui. Dans les écoles, j'imagine que le russe est en train de disparaître. Oui, c'est pas enseigné. Les gens continuent à parler russe. Mais est-ce qu'il est enseigné encore? Non, le russe n'est pas enseigné. Et il y a des débats maintenant à interdire les enfants à parler russe dans l'école, entre les leçons. C'est-à-dire c'est la guerre contre la langue russe continue, mais c'est une partie de la guerre contre la Russie, contre l'invasion russe. Et alors l'écrivain, lui, qu'est-ce qu'elle lui fait, la guerre, j'allais dire? Si on reprenait de manière un peu caricaturale le titre d'un grand roman russe, Guerre et paix, est-ce que la plume vous aide à faire la guerre, ou est-ce que la plume vous aide à faire la paix, ou est-ce que la plume vous sert à faire autre chose? Oui, le 24 février, je crois, tous les écrivains arrêtaient à écrire la fiction. Et en fait, je connais que 2 écrivains qui continuaient à écrire la fiction. Un écrivain qui écrit science-fiction et l'autre qui écrit des polars. Oui, mais les autres ont commencé à écrire les textes sur la guerre, les essais, les journaux. Mais je dois peut-être évoquer la situation en 2017, quand j'écrivais le roman Les abeilles grises. À ce moment, il y avait déjà une littérature parallèle en Ukraine écrite par les soldats, par les volontiers, sur la guerre à Donbass. Et c'était aussi la fiction, mais plutôt non-fiction. Et les écrivains, il y avait 200 livres sur la guerre à Donbass écrits par les écrivains pas professionnels pendant les premiers 4 ans à partir de l'annexion de la Crimée. Et ces écrivains, en fait, étaient en conflit
avec des écrivains traditionnels. Ce conflit n'existe plus, mais c'est très important à comprendre parce que pour quelques années, on a eu deux littératures en Ukraine. La littérature sur la guerre, et beaucoup des auteurs de ces livres pensaient que tu peux écrire sur la guerre seulement si tu as participé dans la guerre. Mais petit à petit aussi, les écrivains ukrainiens professionnels qui ne participaient pas dans la guerre ont commencé aussi à écrire sur la guerre. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas le débat, mais en tout cas, on a la situation quand presque personne écrit des romans sur l'amour. C'est-à-dire c'est complètement 80% des livres écrits, c'est les livres sur la guerre aujourd'hui. Mais ces livres sont mal vendus aujourd'hui, sauf quelques auteurs. Et ce qui vend bien aujourd'hui, c'est non-fiction sur l'histoire ukrainienne. Et les gens qui achètent ces livres, c'est les gens qui participaient dans la guerre ou qui sont maintenant dans la zone de la guerre, parce que quand tu es engagé dans la guerre pour ton pays, tu veux savoir l'histoire du pays. Et c'est une situation très intéressante. Une autre chose, c'est les poètes qui gagnaient aussi à cause de la guerre. La poésie est devenue beaucoup plus importante pour les gens que la prose. Parce que la poésie, c'est l'énergie courte. C'est-à-dire c'est quelque chose qui provoque les émotions tout de suite. Et on n'a pas besoin des soirs et des soirs de lecture des romans pour... En fait, c'était impossible aussi pour moi à écrire la prose, pas seulement parce que je pensais que ce n'est pas le temps, parce que si c'est la guerre, tu dois faire quelque chose de plus utile. Mais aussi parce qu'à écrire un roman pendant la guerre, il faut avoir beaucoup de temps quand tu peux se concentrer. Et en fait, tout le monde se concentre sur la guerre, sur l'information qui vient des lignes de front. Et vous, du coup, vous avez, depuis le 24 février, racontez-nous un peu l'évolution de votre état psychologique, peut-être, et notamment de votre état d'écrivain, c'est-à-dire comment est venue peu à peu l'idée de se remettre à écrire d'abord, et puis après, est-ce que vous avez trouvé dans votre quotidien, j'allais dire, un équilibre qui vous permet de continuer à écrire? Est-ce que vous écrivez différemment d'avant la guerre? Comment ça se passe? Oui, à 5 heures du matin, le 24 février, quand j'ai entendu les premières explosions, j'étais paralysé pour 1 heure. Je me souviens, pendant 1 heure, j'étais en face des fenêtres en regardant la rue vide. Et après, on a resté avec ma femme à Kiev encore un jour. Et le 25 février, on est parti par voiture jusqu'à notre maison de la campagne, pas loin de Kiev. Et après, à Lviv, où en fait, nos enfants et ses amis passaient le week-end. C'est-à-dire, quand j'étais en route vers Lviv, j'ai reçu les premiers coups de téléphone des journaux, des radiostations qui me demandaient des commentaires. Et j'ai commencé à faire les commentaires sur la situation en décrivant qu'est-ce qu'il passe autour de nous. Et quand on a trouvé abri à Uzhgorod, c'est une ville en Ukraine d'Ouest, dans la région des Carpates. Et là, en fait, tout le voyage était très, très étrange parce que tout le pays s'est bougé vers l'est. Il n'y a pas beaucoup, il y a seulement une autoroute, et ce n'est pas une autoroute comme en France ou comme en Allemagne. C'est-à-dire il y avait des embouteillages 60, 80 km longs. Il n'y avait pas d'essence, mais les gens essayaient d'aider un à l'autre. Et on était aidé beaucoup de fois. Et quand on est arrivé à Uzhgorod, une dame qui je n'ai jamais rencontrée a nous donné la clé de son appartement. Et on a resté dans ce appartement
pour 4 mois. Et j'ai commencé à écrire les articles sur demande des journaux différents. Et parfois, je devais écrire 5 articles par semaine. Parce que le monde essayait à comprendre qu'est-ce qu'il passe et les raisons pour la haine de Poutine contre l'Ukraine. Et comme ça, c'est devenu une routine, c'est-à-dire chaque jour, du matin jusqu'au soir, je parlais avec mes amis par téléphone, par Skype, qui étaient dans les régions différentes d'Ukraine, et j'écrivais les textes sur les amis, sur les choses qui se passaient à Donbass, à Kherson, tout ça. Et ce marathon durait pratiquement 12 mois. Et après, le rythme était devenu un peu plus lent. Mais je continue à écrire le journal et les articles. Oui. Et je pensais que la mission d'un écrivain, c'est à partager l'expérience, partager l'information sur les choses qui se passent dans le pays à la guerre. Je n'étais pas seul, il y avait des autres écrivains qui ont fait la même chose. Oui. Et pendant cette période, je me sentais très, très mal à cause que je ne pouvais pas écrire la fiction. Parce qu'avant l'agression, j'ai travaillé sur le 3e roman sur 1919. Et j'ai essayé quelquefois à reprendre l'écriture et ça ne marchait pas. Il y a quelque chose qui bloque à ce moment-là dans la création. Oui. Mais en fait, j'ai recommencé en juillet, cet été. D'accord. Oui, et maintenant je me sens beaucoup plus stable, c'est-à-dire. D'accord. Mais une autre chose, si on parle des changements, depuis février 24, je me sens comme un nomade. C'est-à-dire, notre maison dans la campagne, notre appartement à Kiev n'était pas touché par la guerre. La plus proche explosion trouvait place 800 mètres de nous. C'est nos amis qui souffrent. Mais à partir de ce moment, je sens que j'ai rien à part de moi. C'est-à-dire, c'est la maison, l'appartement, c'est pas quelque chose que je suis le propriétaire. C'est ça que ça fait la guerre. Les choses matérielles ont perdu leur valeur. Et ça reste avec moi. Maintenant, parfois, j'ai une allergie contre les choses matérielles. Et en fait, c'est drôle parce qu'à partir d'enfance, j'étais un collectionneur de toutes les choses. Des timbres, des badges, des étiquettes pour la bière. Et avant la guerre, j'ai collectionné les petits verres pour absinthe, pour grappa. J'ai collectionné des vinyles anciennes. Et maintenant, tout ça ne signifiait rien. D'accord. Mais alors justement, ce détachement, j'allais dire, des choses matérielles, est-ce qu'il se conjugue, puisque le thème des 27e rendez-vous de l'histoire, c'est la ville, avec un changement dans l'attachement que vous pouvez avoir avec cette ville de Kiev, envers cette ville de Kiev? Non, Kiev reste très cher pour moi. En fait, je me promène à Kiev beaucoup plus souvent maintenant. En fait, quand je suis là, je travaille dans les cafés, je change les cafés, je fais des balades à Kiev et bien sûr, j'ai 2 cartes de Kiev, une carte allemande de 1918 et une carte de 1919. Et avec expliquez-nous ça. Pourquoi 1918 et 1919, la carte de la même ville? Parce que c'est la même guerre qu'on a aujourd'hui. C'est la guerre des bolcheviks contre l'indépendance d'Ukraine. C'est la raison pourquoi j'ai commencé à écrire aussi l'oreille de Kiev et le cœur de Kiev. C'est-à-dire que le cadeau que j'ai évoqué, c'était bien sûr la motivation la plus grave, mais avant ça, je pensais des similarités entre la guerre de 1918-21 et la guerre de 2020-22. Et j'ai suivi, j'ai trouvé beaucoup de
des mémoires, beaucoup de matériel sur les événements de 1918-19. Et avec les cartes, j'ai suivi, j'ai trouvé les bâtiments qui étaient évoqués dans les mémoires, dans les archives. Et j'ai essayé de les utiliser aussi, évoqués dans mes romans. C'est-à-dire que j'ai essayé et je continue à essayer à revivre Kiev de 1919 pour mieux comprendre. Je comprends, à cause de la guerre aujourd'hui, beaucoup mieux la situation des gens de Kiev pendant cette guerre de 1918-1921. Ça, c'est complètement fascinant quand même, effectivement, d'arriver à faire ce pont entre deux époques de la même ville et de ressentir une continuité dans l'histoire, avec évidemment des changements, mais une continuité malgré tout dans ce qui s'y passe. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié à l'incroyable tentative d'emprise de la Russie sur cette ville. Oui, oui. Mais aussi, on pense régulièrement sur les événements des histoires plus profondes. Et l'influence de la culture. Par exemple, Mykola Gogol, qui était un Ukrainien, qui écrit en russe en utilisant beaucoup de mots ukrainiens. Il a introduit beaucoup de mots ukrainiens dans la langue russe, en fait, qui est devenu un star dans l'Empire russe. Il a créé la mode pour toutes les choses ukrainiennes par ses romans courts, plutôt à Saint-Pétersbourg. À cause de ces romans, la mode pour toutes les choses ukrainiennes forçait les gens riches à chercher le servant ukrainien, chercher aussi les choristes pour chanter les chansons ukrainiennes, les cuisiniers pour cuisiner la cuisine ukrainienne. Et on parle du 19e siècle. Et c'est aussi une des raisons pourquoi les Russes ne peuvent pas s'imaginer royaume russe sans Ukraine. On voit ce lien. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que Gogol est coupable dans la guerre d'aujourd'hui? Oui, mais alors j'imagine qu'aujourd'hui, de la même manière que peut-être les librairies ukrainiennes ont vidé les rayons de littérature russe, est-ce qu'en Russie, on rappelle encore que Gogol est un écrivain ukrainien au départ? Peut-être pas. Peut-être que c'est ça que ça fait la guerre aussi, c'est cette espèce de tranchée qui est creusée par les pouvoirs entre les deux cultures. Oui, moitié des Ukrainiens pensent que Gogol est un écrivain ukrainien. L'autre moitié pense qu'il est un traître ukrainien qui est un écrivain russe. Et bien sûr, il vivait dans l'époque quand l'Ukraine n'existait pas comme un pays. C'est-à-dire, il écrit dans ses romans qu'il est un russe, il adore la Russie et tout ça. Mais pourquoi il a écrit en russe? Parce qu'il n'y avait pas de marché pour le livre en ukrainien. La littérature ukrainienne était interdite quelquefois, la publication de ces livres. C'est-à-dire que c'est la seule chance à être écrivain était si tu écris en russe. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'a frappé parce qu'en 2014, lorsque j'étais venu en Ukraine, c'était parce que la Crimée venait d'être envahie et donc avec le photographe avec qui j'étais, on s'était dit le prochain sur la liste, ça devrait être Donetsk, ça devrait être l'Est, ça devrait être le Donbass. Et donc j'étais allé là-bas pour rencontrer des étudiants et des professeurs de sciences politiques pour leur demander s'ils ne craignaient pas d'être le prochain sur la liste, justement. Et après, je vous avais parlé. Et j'avais été frappé par un optimisme peut-être un peu rêveur, j'allais dire, là-bas des étudiants et professeurs de sciences politiques. Ils disaient c'est tendu, mais bon, ça devrait quand même le faire. On n'imagine pas forcément une agression. Et puis je crois que quand on avait parlé, vous aviez encore de l'optimisme et vous me disiez je ne crois pas au séparatisme absolu. Et puis vous venez de me dire que naturellement les choses se seraient peut-être faites sur la frontière, mais il manquait un facteur, c'était le facteur Poutine, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'était pas penser sans Poutine ou penser sans comprendre Poutine?
que de penser que justement ça allait pouvoir se régler peut-être pacifiquement? Aujourd'hui, je pense que c'était impossible. Oui. C'est plus facile a posteriori, oui, évidemment. L'optimisme, c'est parfois une maladie. Je suis un optimiste pathologique. C'est-à-dire que dans le temps le plus pire, au début de l'indépendance ukrainienne, 1992-13, j'ai resté un optimiste. Et je me souviens, mon ami qui était en train de partir pour l'Allemagne, il m'a demandé si tu es encore un optimiste fou ou un pessimiste normal. Et je lui ai répondu que je suis encore optimiste, mais je suis un optimiste noir. Il était un peu pas sûr qu'est-ce que je veux dire. Et il demanda explication. Je dis c'est quelqu'un qui sait que tout va finir bien, mais il n'est pas sûr qu'il va vivre jusqu'à ce moment. Ok. Oui. Comme ça, aujourd'hui, je suis un optimiste gris. On a souvent, à travers l'histoire, associé des écrivains avec parfois des hommes de pouvoir. On pense à Malraux et De Gaulle, par exemple. Quelle est votre relation, votre rapport ou votre admiration ou pas avec Zelensky? J'ai jamais voté pour lui, c'est-à-dire jamais. En 1919, une fois. Je ne suis pas enfant de Zelensky. Je n'étais pas du tout enfant avant février 2022. Je pense qu'il est devenu... avant, il était toujours un comédien qui s'entourait des comédiens de ses collègues et transformait le Parlement aussi dans une institution un peu drôle. Parce que sa parti politique, qui s'appelait le servant du peuple, okay. Comme le film où il jouait un président, ce n'était pas une vraie parti politique. Et aujourd'hui, ce n'est pas une vraie parti politique. C'était un assemblage de gens en utilisant Internet. Mais en tout cas, en février 2022, il était forcé par la situation, par l'agression, à devenir un vrai président, qui comprit que c'est la question d'existence du pays maintenant, et il faut décider qu'est-ce que tu vas faire. Et j'ai soutenu le président précédent, Petro Poroshenko, qui a fait beaucoup pour faire la culture en Ukraine importante. Parce qu'avant lui, personne dans l'élite politique comprenait l'importance de l'identité nationale. Et peut-être c'est une conversation un peu trop longue, mais en fait, le territoire ukrainien avait jamais la même taille que l'espace culturel et informatique ukrainien. C'est-à-dire Donbass, Crimée, Bessarabie, le nord d'Ukraine, était contrôlé par l'espace informatique et culturel russe. Et aussi, Kiev et les régions aussi d'Ukraine de l'Ouest étaient les consommateurs de culture populaire russe. Pourquoi? Parce que on n'avait pas d'argent pour la production culturelle ukrainienne. Les politiciens pensaient que ce n'est pas important. On peut consommer la culture russe et comme ça, on va utiliser l'argent pour quelque chose de différent. Et oui, comme ça, quand Zelensky était élu, et il est représentant des cultures populaires, c'est-à-dire des télévisions populaires, les comédiens, il était le représentant d'une production comique qui s'appelle Quartier 95, qui était adorée par beaucoup de gens, mais détestée par
tous les intellectuels en Ukraine à cause des niveaux de l'humour. Et oui. C'était pas votre tasse de thé, quoi. Hein? C'était pas votre tasse de thé. Comme oui, oui, c'était pas mon tasse de thé. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, d'abord, est-ce que votre regard a changé, et est-ce que vous avez le sentiment que cet homme, en tout cas c'est peut-être un peu le sentiment qu'on a nous, a rencontré l'histoire, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en... Il s'est transformé, mais je dois accepter une autre chose, que si c'était le président Poroshenko encore en 2022, il ne pouvait pas accumuler ce soutien mondial pour l'Ukraine. Parce qu'il est plus âgé, il est moins charismatique, il n'est pas un comédien. Et comme ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de discours de Zelensky 2022. Oui, j'ai apprécié maintenant ce qu'il a fait. Et je pense qu'il comprend maintenant aussi aujourd'hui que les rôles dramatiques sont plus importants que les rôles comiques. Je reviens sur Kiev. Si vous deviez... On dit souvent que les villes, certaines villes en tout cas, ont une âme. Comment vous décririez l'âme de Kiev aujourd'hui? L'âme de Kiev? Oui, c'est l'atmosphère d'une ville qui a 1540 ans, qui était agressée par Genghis Khan, par l'armée des Mongols en 13e, 14e siècle, qui a jusqu'à aujourd'hui les traces de cette agression. C'est-à-dire quand on vit là-bas, on comprend que l'histoire est beaucoup plus grande que la civilisation humaine, c'est-à-dire c'est la société qui habite à Kiev aujourd'hui. C'est-à-dire pour apprécier la vie à Kiev, il faut savoir l'histoire, il faut savoir les adresses. Et les adresses sont très importantes. Par exemple, dans les romans sur 1919, j'évoque l'adresse la rue des Jardins 5A. C'est le bâtiment de Tchéka, du service secret des bolcheviks, où chaque nuit, parfois 100, parfois 500 qui viennent être tués. Une autre adresse, c'est la parc Mariinsky de Marie, pas loin de Sadova. Aujourd'hui, c'est parc, mais c'est la cimetière où il y a beaucoup de graves communes, des soldats de l'armée russe, mais aussi des Kieviens et aussi des volontaires de l'armée blanche. Et chaque fois, le pouvoir a changé à Kiev. Le nouvel pouvoir n'a pas détruit les tombes communes dans ce parc, mais ajouté nouveaux tombes communes. Et c'est l'histoire de Kiev. Donc c'est une âme avec des strates, oui, beaucoup de strates, oui. Et il faut connaître l'histoire de cette ville pour comprendre l'atmosphère qui peut y régner. C'est ça. D'accord. Quand vous écrivez, à travers toute votre œuvre, on voit évidemment que vous portez sur l'histoire des regards et des plumes très différentes. Parce que lorsque vous parlez de l'Union soviétique, dans vos premières œuvres, vous évoquez avec beaucoup d'ironie, en fait, le système fou dans lequel on pouvait vivre à l'époque. Évidemment, il y a une différence avec le rapprochement, évidemment, de l'histoire que vous avez connue et de la guerre. Par exemple, dans Les Abeilles grises, on sent évidemment une profonde déchirure et tendresse, j'allais dire aussi, pour ces deux personnages. Est-ce que ce sont deux personnages qui sont en vous? Oui, c'est les gens typiques. En fait, c'est un roman, c'est une histoire humaine. Ce n'est pas une histoire de la guerre. Oui, la guerre est présente et la guerre est la raison pourquoi la situation
dans le roman se déroule comme ça. Mais pour moi, les personnages les plus importants, c'est les gens ordinaires. Et il y a beaucoup de types de gens ordinaires différents, bien sûr, oui. Et oui, comme à partir de 1991, les politiciens en Ukraine, pas criaient, mais utilisaient deux clichés qui ont aussi quelque chose à faire avec la guerre. Le cliché pour l'Ukraine d'Ouest sur les gens de Donbass et le cliché sur les gens de l'Ouest d'Ukraine pour les gens c'est-à-dire le cliché sur les gens de Donbass pour l'Ukraine d'Ouest. C'est-à-dire en Ukraine d'Ouest jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que les habitants de Donbass, c'est les bandits. À Donbass, les gens, grâce aux politiciens, pensent que les gens de l'Ouest du pays, c'est les nazis, c'est les nationalistes radicaux. Ni un ni autre ne montre la vérité. Et en fait, j'ai rêvé d'un peu changer l'attitude des gens d'Ukraine aux gens de Donbass. Parce que je suis allé beaucoup de fois à Donbass. Pendant la guerre, à partir de 2015, je suis allé 3 fois dans la zone de la guerre. J'ai voyagé jusqu'à la frontière avec la Russie à Severodonetsk, une ville qui est occupée par la Russie aujourd'hui. Je parlais avec des habitants, je parlais avec des soldats ukrainiens. Et j'ai compris un peu, je savais la différence entre la mentalité aussi des gens de Donbass et des gens des autres régions. Et comme ça, c'était aussi une des raisons pourquoi je pensais d'écrire ce roman, pour montrer la mentalité de ces gens, pour expliquer qu'ils ne sont pas les bandits, ils ne sont pas séparatistes. En fait, si on parle de séparatisme, oui, il y avait peut-être 10% des séparatistes, 10% des activistes pro-ukrainiens à Donbass et 80% des gens passifs. Des représentants des mentalités collectives encore soviétiques, parce que à Donbass, la nostalgie soviétique était soutenue par médias russes. Un des chaînes de télé plus populaires à Donbass, c'était la chaîne qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Nostalgia, qui transmet les émissions de 1917, les films soviétiques avec happy end soviétique, c'est pas happy end normal. Mais c'est vraiment très intéressant et étrange pour moi parce que je me souviens quand j'étais revenu du Donbass, je vous avais dit, Andrei, les gens que j'ai rencontrés, ils mangent russe, ils boivent russe, ils regardent les informations russes, ils lisent en russe, ils ne lisent que ce qui vient de l'autre côté de la frontière. Et vous m'avez dit, c'est pas grave, on va rester ensemble. C'est moi qui ai dit ça. Enfin, vous disiez que non, je ne pouvais pas dire ça. Non, mais vous disiez que vous pensiez pas que le séparatisme allait l'emporter pour autant. Non, en fait, j'ai critiqué les gouvernements ukrainiens depuis 2000 pour qu'ils faisaient rien pour intégrer toutes les régions, pour créer l'espace culturel national, parce que jusqu'à aujourd'hui, en Ukraine, il n'y avait jamais une première nationale d'un film ukrainien, une première d'un roman ukrainien sur le niveau national. Comment vous voyez la suite ? La suite commence après la mort de Poutine. Parce qu'il ne va pas s'arrêter. C'est la dernière ambition de lui, parce qu'il veut rester dans le manuel scolaire sur l'histoire, comme le tsar qui a réussi à recréer le grand empire russe. Il aime Pierre le Grand parce que Pierre le Grand a gagné la bataille de Poltava. Pour Poutine, la bataille de Kiev, en printemps 2022, c'est sa bataille de Poltava. Ça ne marchait pas.
Mais bien sûr, il ne peut pas s'arrêter. Et la chose tragique est que l'opposition de Poutine aujourd'hui, c'est les gens qui sont encore pires. Parce que la position démocratique libérale était détruite. Les activistes sont maintenant en Europe et ils n'ont aucune influence en Russie. Mais les chauvinistes russes, qui sont encore plus agressifs que Poutine, c'est les gens qui le critiquent. Et en fait, après sa mort, je pense qu'il y aura une petite guerre civile dans le Kremlin, entre au minimum 4 groupes différents, 3 groupes militaires, c'est 2 services secrets, GRU et FSB, c'est l'armée russe et c'est les oligarches russes. Et seulement si les oligarches russes gagnent grâce à la corruption, la guerre va être arrêtée parce que les oligarches russes, c'est les seules victimes des sanctions occidentales. Vous êtes patient pour la mort de Poutine? Vous l'attendez avec impatience, avec... Parce que ce que vous dites, c'est qu'en gros, il y aura la guerre dans votre pays tant que Poutine comme ne je sera ne peux pas mort. pas influencer le timing, je n'ai pas la patience, j'ai l'espoir. Et de notre côté, qu'est-ce que vous attendez? Là, on voit sur les écrans Kiev, capitale européenne. Est-ce que vous craignez parfois, quand on voit Zelensky qui passe son temps quand même à voyager pour essayer de demander des armes partout, quelquefois on sent que ça redescend, quelquefois on sent que ça remonte, est-ce que vous craignez que Kiev puisse être victime, j'allais dire, d'une actualité internationale qui la dépasse, j'allais dire, et que le soutien à l'Ukraine, le soutien à Zelensky, faiblisse, voire disparaisse? Au fond, est-ce que vous craignez un Munich de Kiev? Oui, j'ai suivi, bien sûr, la politique en France, en Italie, partout, si on parle de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est devenue l'issue des politiques à l'intérieur de chaque pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le combat entre les conservatrices et démocrates, c'est le combat toujours entre le champ des gens, des politiciens qui disent qu'il faut continuer à aider l'Ukraine et les gens qui disent qu'il faut arrêter. Et par exemple, les gens qui sont contre aider Kiev ont gagné en Slovaquie. Il était en contrôle de Hongrie, Orbán et sa partie. Le débat sur l'Ukraine, c'est le débat pas sur comment nous pouvons aider l'Ukraine. C'est combat à l'intérieur de chaque pays. Et c'est très triste parce que c'est-à-dire que les vraies décisions viennent en retard. En fait, les livraisons de 2023 et cette année, toutes les livraisons des armements arrivent en Ukraine avec 3-6 mois en retard. Et si on parle Allemand a envoyé 20 chars en Ukraine, c'est-à-dire les chars arrivent 4 mois plus tard, 20 chars pour 1000 km de lignes de front ne changent pas beaucoup de situations. Au moment, et les derniers mois, l'armée ukrainienne n'a pas suffisamment de désarmement. Et à cause de ça, l'armée ukrainienne ne peut pas garder la ligne de front. Est-ce que vous avez des liens avec des liens téléphoniques peut-être, ou par mail, avec des écrivains russes? Non. En fait, mes livres ne sont pas édités en Russie à partir de 2008. En 2004, c'était la première fois quand mes livres étaient interdits à cause du roman La dernière amour du président, où un des personnages, qui s'appelle Vladimir Poutine, promet le président d'Ukraine à annexer la Crimée.
Et il y a des autres choses qui passaient après dans la réalité. Je connais 2-3 auteurs russes qui habitent à l'étranger, qui maintenant aussi, comme nous sommes amis avec Vladimir Sorokin. J'ai organisé publication de ses livres en ukrainien. Je suis ami avec Mikhail Shishkin qui habite à Lucerne, en Suisse. J'ai suivi peut-être deux autres écrivains qui restaient en Russie et qui écrivent rien sur les réseaux sociaux sur la guerre. J'ai reçu des messages privés de ces gens qui ils soutiennent l'Ukraine, mais c'est caché, bien sûr. Oui. Mais je n'ai pas des autres contacts et je ne pense pas que j'aurai les contacts dans les années qui viennent. Merci Andrei Kourkov. Merci à vous. Merci à vous tous.